y a environ 5 ans, j'ai commencé à chercher des emplois où la solitude n'était plus une conséquence, mais une exigence. Je venais d'accepter, non sans mal, que j'étais un véritable introverti. J'ai enchaîné les missions, des relevés de la faune, un stage en foresterie, même un été entier en intervention privée de prévention des incendies, avant que ce job me tombe littéralement dessus. C'est ainsi que je me suis retrouvé affecté à mon poste, à la lisière nord de ce que les autorités appelaient, avec un jargon creux, une zone de conservation périmétrique. En réalité, c'était un territoire si vaste, si brut, qu'aucune administration n'avait confiance à l'idée de le laisser complètement livré à lui-même. Une bande de nature trop grande, trop sauvage, trop imprévisible. 13 tours de guet, 13 sentinelles, une pour chaque zone du périmètre. On nous appelait les rangers, mais ce n'était pas pour surveiller les randonneurs ou faire fuir les ours. Notre mission principale, c'était prévenir les incendies. La plupart des rangers restaient à leur poste, suivant à la lettre le protocole. Mais certains d'entre nous désobéissaient un peu. On contournait les règles qu'on jugeait inutiles, surtout pendant la saison sèche. Techniquement, il était interdit de quitter notre tour sans autorisation, mais à des kilomètres du moindre supérieur, ces règles perdaient leur sens. Logan était posté à la tour 7, quelques kilomètres à l'est. Il ne parlait jamais beaucoup de son passé. La plupart de nos conversations se déroulaient en demi-mots, un hochement de tête, une remarque ironique à peine audible, puis le silence retombait. Mais malgré cette réserve, Logan était quelqu'un de solide. On ne se fréquentait pas souvent, mais de temps en temps, on se rejoignait à mi-chemin. On échangeait quelques provisions, une gorgée de whisky, et on s'asseyait dans un calme absolu. Ce genre de silence-là, je l'appréciais. Il n'y avait rien de pesant, juste une présence discrète, comme une certitude tranquille au milieu de ce territoire impénétrable. Mais tous les rangers n'étaient pas comme Logan. Il y avait Ézéchiel. Posté à la tour 8, la plus proche de la mienne, Ézéchiel était là depuis toujours, à en croire les rumeurs. Chaque ranger à qui j'avais posé la question me donnait une réponse différente sur la durée de son affectation. Certains disaient 5 ans, d'autres 20. Mais une chose était certaine, il ne quittait jamais son poste, même en hiver. La rotation hivernale était facultative. La plupart d'entre nous profitaient des premiers flocons pour rentrer chez eux, laisser l'équipe d'intersaison prendre le relais. Mais Ézéchiel lui restait. Chaque année, on racontait qu'il avait signé un accord spécial avec l'agence pour rester en surveillance permanente. Et même si je ne l'avais croisé que 2 fois, ces échanges avaient suffi à me mettre mal à l'aise. La première fois, c'était sur une crête, alors que je marchais vers la tour 6. Il m'avait observé passer, silencieux. Je n'avais rien dit non plus, presque intimidé par tout ce que Logan m'avait raconté à son sujet. Des histoires étranges, inquiétantes. À peine avais-je dépassé Ézéchiel qu'il m'avait demandé « T'as vu quelque chose d'étrange sur ton chemin ?» Je lui avais répondu que non, et il avait détourné le regard, absorbé par un horizon invisible. Il n'était pas chaleureux, il dégageait même l'inverse. Je n'aimais pas être près de lui. Mon premier hiver à la tour 9, je ne l'ai pas subi, je l'ai choisi. L'agence m'avait prévenu, baisse de salaire, délai de secours presque inexistant, mais j'avais accepté. À ce moment-là, j'avais commencé à vraiment aimer ce job. Le silence, l'immensité. Quand Logan a quitté son poste pour l'hiver, la crête est devenue muette. Plus aucune lumière ne clignotait dans la nuit. Il ne restait que moi et Ézéchiel, mais je ne pensais pas à lui. Je regardais simplement la forêt. Les collines ondulaient sous la neige comme un drap froissé. Pas une ligne droite dans le paysage. Juste des vallons, des arbres figés, des ruisseaux gelés. Le vent avait sculpté la poudreuse en longues crêtes basses, comme si quelque chose d'énorme avait fendu le sol en silence. C'est près de ma limite de patrouille que je l'ai vu. La lumière avait pris cette teinte ambrée et plate propre aux fins d'après-midi hivernales. Elle étirait les ombres, les rendait trompeuses.
J'inspectais un vieux tas de broussailles, laissé là par les équipes de coupe-feu. Le vent était tombé, les arbres se tenaient parfaitement immobiles, et puis une rupture dans le blanc. Au loin, bien trop loin pour distinguer les détails, une silhouette se déplaçait, grande, boitant, d'un mouvement irrégulier, presque incohérent, comme si ses membres ne s'accordaient plus entre eux. Je crus d'abord à un cerf blessé, mais ce n'était pas ça. Je restais figé. On nous apprenait à ne pas intervenir en cas de faune blessée. Si un animal meurt, il meurt. Ce n'était pas notre rôle. Pourtant, quelque chose en moi résistait à cette consigne. Je n'étais pas encore endurci au point d'ignorer une créature souffrante. Alors, je me dis que j'allais au moins suivre sa piste, m'assurer qu'elle ne finirait pas dans une crevasse où personne ne la retrouverait avant le dégel. Je vérifiai ma radio, resserrai la fermeture de mon manteau, et me mis en marche. Le sol était encore marqué des traces fraîches, mais elles étaient étranges. Je connaissais les empreintes de cerf, celles-ci étaient plus grandes, asymétriques. Leur espacement ne collait pas avec une créature qui boitait, elles étaient trop longues, trop régulières. Je m'accroupis plusieurs fois, examinant les contours. Certaines avaient l'air fondues sur les bords, comme si une chaleur interne avait fait fondre la neige à leur formation. Un handicap, une malformation, je ne savais pas, et je continuais à avancer. La traînée de sang menait à travers une dépression boisée, là où les arbres s'éclaircissent. Je longeais des buissons morts et des arbrisseaux ensevelis, puis le vent se leva, pas une simple bourrasque. Un changement vivant, brutal, un souffle glacial fendant les pentes. Le ciel était pourtant encore clair, pas un nuage menaçant, et pourtant, la tempête frappa comme un piège tendu depuis des heures. La neige se mit à fouetter mon visage de biais, de fines particules, rapides comme des aiguilles. Le paysage changea en une seconde, les formes douces de la forêt disparurent sous une rafale blanche. Je tournais lentement sur moi-même. Plus aucun point de repère, mes empreintes derrière moi, effacées comme si je n'avais jamais été là. Je pris ma radio, tour 9 à toute fréquence, situation, blizzard soudain, conditions blanches, besoin de triangulation ou de repère, quelqu'un me reçoit, silence, même le vent paraissait étouffer ma propre voix. Je recommençais à marcher, lentement, en mode survie. J'utilisais les jeunes arbres comme balise de fortune. Les gants n'étaient plus suffisants pour lutter contre le froid mordant. Ma respiration devenait visible, épaisse, enfermée sous ma capuche. J'avais déjà entendu dire que tout le monde se perd au moins une fois ici, mais savoir ça n'avait rien de rassurant. Puis je le vis, un corps, à moitié enfoui, silencieux. Je m'approchais prudemment, pensant que l'animal allait bondir, par réflexe. Mais non, il ne bougea pas. Son flanc se soulevait à peine. Un membre postérieur, tordu, déformé. Et plus je m'approchais, moins cette chose ressemblait à un cerf. Sa tête, elle avait la forme générale d'un crâne de cervidé. Oui, mais la peau était tendue sur des lèvres fines, presque humaines. Les yeux aussi. Un seul, visible, mais inquiétant de réalisme, presque humain lui aussi. Une expression de conscience, des bois, ou quelque chose d'approchant, jaillissait de son crâne, mais ils étaient courts, sculptés, tordus comme si taillés par une main humaine. Puis la chose bougea, un membre jaillit sous son torse, pas un sabot, une patte d'ours. Elle se traîna vers moi, se redressant à moitié, entre l'homme, l'animal, et l'horreur pure. Je hurlai sans un mot, ma radio tomba. Je roulais dans la neige, tentant d'esquiver ses griffes. L'une d'elles déchira la manche de ma veste, sans toucher la peau. J'attrapai une branche tombée, la brisai de force, et l'enfonçai dans son flanc, où une plaie béait. Elle hurla, un cri multiple, étranglé, presque vocal. Elle recula, je courus comme si ma vie en dépendait. Parce qu'elle en dépendait, je courais encore quand je la vis, la silhouette d'une tour se détachant dans le blizzard. Ses jambes métalliques s'élevaient dans la neige, droites comme des aiguilles dans le ciel pâle. Ce n'était pas la mienne, c'était celle d'Ézéchiel. Je ne perdis pas une seconde. J'atteignis les escaliers gelés, les montai deux par deux. Mes bottes glissaient sur le métal givré. À bout de souffle, je frappai à la porte. Une fois, deux fois, rien. Alors, je poussai. La chaleur me frappa en plein visage. Un poêle ancien diffusait une lumière orangée. Les fenêtres étaient couvertes de rideaux épais, de couvertures cousues main, de peau de bête.
Des fourrures s'entassaient dans les coins. Des piles de couvertures semblaient recouvrir les murs eux-mêmes. Je refermai la porte derrière moi, tremblant. Ce n'est qu'à ce moment-là que je réalisais à quel point j'étais glacé jusqu'à l'os. Puis je regardais autour de moi. Je n'étais jamais entré dans la tour d'Ézéchiel. Je ne connaissais personne qui l'avait fait. Et maintenant que j'y étais, je comprenais pourquoi. Les murs étaient tapissés d'armes. Des fusils par dizaines, certains anciens, d'autres récents. Des pistolets dans des caisses ouvertes. Et sur chacun d'eux des symboles gravés. Des runes, des lettres inconnues. Des cercles et des lignes incisées dans le bois, dans le métal. Certaines balles étaient alignées sur une table, brillante comme de l'argent poli, ou peut-être quelque chose d'encore plus précieux. Au coin de la pièce, des attrape-rêves, sur les étagères, des crânes d'animaux, chacun marqué d'un signe rouge sur le front. Je reculais, abasourdi, et m'effondrais dans une chaise basse près du poêle. Mon torse me faisait mal à force d'avoir couru. Mes doigts picotaient, et mes yeux refusaient de croire ce qu'ils voyaient. Puis, les marches dehors craquèrent, un son lourd régulier. La poignée tourna. Ézéchiel entra. Il n'avait pas l'air surpris. De la neige sur les épaules, les dents retirées. Il referma la porte, me regarda, et dit simplement « Tu l'as vu, pas vrai ?» Je restai muet, les mains encore posées sur une carabine fixée au mur. Je bafouillai un début de réponse, mais il me coupa. Elle était blessée. Je hochai la tête. Il sourit, ou peut-être grimaça. Parfait, ça veut dire que le piège a fonctionné. Un silence pesant suivit, puis il lâcha. Bon, maintenant que tu l'as vu, il me fixa dans les yeux. On ne peut plus rien y faire. Il traversa la pièce, chaque pas mesuré, comme s'il connaissait par cœur chaque latte du plancher. Il s'arrêta devant une étagère, en tira un gros livre œillet de cuir, les lettres sur la couverture à moitié effacées, illisibles. Il feuilleta rapidement, s'arrêta sur une page. « Désolé, murmura-t-il. J'avais pas laissé une de ces choses entrer depuis plus de 10 ans. Peut-être que je vieillis, ses doigts glissaient sur les pages sèches. C'est intelligent ce truc. Il y en a qui disent que c'est 3 créatures cousues ensemble. D'autres disent que c'est une seule, en train de se diviser. Il me montra le dessin. Une illustration terriblement précise. Des bois, un visage humain, des griffes de bête, un corps tordu en mouvement. T'as eu de la chance qu'elle soit blessée. Sinon elle t'aurait tué net. Il referma le livre d'un claquement sec et le glissa sous son bras. Puis il se tourna vers une autre étagère et prit un objet plat, enveloppé dans un tissu noir. Il le déballa et me le tendit. C'était un miroir, ou quelque chose qui lui ressemblait. Mais la surface était plus sombre, presque fluide, et le reflet qu'il renvoyait avait un temps de retard, comme si l'image hésitait à se montrer. « Prends-le. » Je restais figé. Il insista. « Tu viens avec moi. Tu sais où elle était. J'ai besoin que tu m'y guides. Tu crois que je veux de la compagnie ?» reprit-il. « Crois-moi, je préférerais faire ça seul. Mais une seule personne ne suffira pas. 2 peut-être. » Il relâcha le miroir. Je le rattrapai de justesse. Il était plus lourd que prévu, froid dans mes mains. T'en fais partie maintenant, que tu le veuilles ou non. Quand nous sommes sortis de la tour, la tempête avait commencé à se calmer. Le blizzard n'était plus total, mais le vent cinglait encore entre les troncs, et le ciel restait plombé, bas et silencieux. Je marchais en tête, tenant le miroir enveloppé, mes jambes encore lourdes, mon esprit traversé d'un millier de pensées contradictoires. Derrière moi, Ézéchiel avançait avec assurance. Dans sa main, il tenait une arbalète massive, renforcée de bois sombre et de métal vieilli, elle aussi gravée de symboles. Il ne parlait presque pas, juste un hochement de tête quand il reconnaissait un relief que j'avais décrit. Sa concentration était absolue, et pourtant, même en le voyant ainsi, je doutais. Est-ce qu'on pouvait vraiment tuer ce genre de choses? Je n'étais même pas sûr que ça saignait. Nous atteignîmes la clairière au bout de 30 minutes. J'avais dû courir bien plus loin que je ne l'imaginais dans ma fuite. Le sol était marqué de sillons,
déchiré comme par les griffes d'un fauve géant. Le sang, s'il en restait, s'était mêlé à la neige, formant des nervures sombres qui rayonnaient en spirale. Ézéchiel s'agenouilla au centre, grattant la surface avec soin pour dévoiler la terre en dessous. Moi, je tournais en rond, nerveux, le cœur battant à la gorge. Puis, il leva les yeux vers moi. « Reste concentré, ouvre bien les yeux. » On n'entendit rien avant que ce soit trop tard. Une détonation végétale. Les arbres explosèrent. Une masse surgit du goulot à droite, colossale, impossible. Je n'eus pas le temps de crier. Elle fonça droit sur Ézéchiel. Son corps se tordait en mouvement. Trop de membres, pas assez de place pour les contenir. La fourrure s'arrachait par plaques, révélant une chair vivante, palpitante. Ézéchiel leva l'arbalète, mais la créature fut plus rapide. Elle le frappa de tout son poids. L'arme vola dans les arbres. Il s'écrasa au sol, et moi je restais là figé. Elle se dressa au-dessus de lui, gargouillant, respirant comme un moteur vivant. Ses yeux multiples et difformes fixaient Ézéchiel. Il essaya de bouger, de chercher à sa ceinture. Elle le frappa d'un coup d'articulation. Un bruit sourd, quelque chose se cassa. Je réagis enfin. Je fonçai. Mon pied heurta son flanc, juste sur la plaie. Elle hurla. Un cri surnaturel, à plusieurs voix. Elle se tordit sur le côté. J'en profitai pour ramper jusqu'à Ézéchiel. Il était trop lourd, trop faible. Il murmura, la bouche à peine mobile. L'arbalète, je la vis, coincée sous un buisson. Le monstre, lui, se relevait, sa forme oscillant entre la chair, l'ombre et le vide. Sa gueule s'ouvrait, non pas pour mordre, mais pour parler sans mots. Bouge, hurla Ézéchiel. Je me redressai, tenant le miroir. Je l'avais oublié jusqu'à cet instant. Je le brandis devant moi, les deux mains serrées sur le cadre. La créature croisa son reflet et s'immobilisa. Elle resta là, figée, les membres détendus, les yeux vides. Son expression se vida de tout. Je n'attendis pas, je lâchai le miroir et me jetai sur l'arbalète. Mes doigts tremblaient, mais l'arme était déjà armée. Je la relevai, visai, mon souffle était incontrôlable. Un seul tir, une seule chance. La chose cligna des yeux, le charme se rompit. Elle bondit, je tirai, la flèche s'enfonça dans ses côtes, pile à l'endroit où je l'avais blessée plus tôt. Elle hurla, pas un hurlement animal, une dissonance, plusieurs voix superposées, comme une fréquence brisée. Son corps sembla se dissoudre, étirer les bords, se fragmenter en volutes noires, puis elle disparut. Le silence s'abattit sur la clairière. Je me tournai vers Ézéchiel. Il était affalé contre un tronc, le manteau taché de sang. Il me lança un sourire désabusé, cracha, et dit « pas mal ». Il toussa, une toux sèche et douloureuse. Son regard dériva vers les cimes, et là, dans ce moment suspendu, une pensée me traversa. Un jour, Ézéchiel ne pourra plus se relever, et ce jour-là, qui prendra la relève?